8h15, c'est l'heure du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. À la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, on en parlait à 6h, Stéphane Le Foll s'explique en une de la Croix. Le ministre de l'Agriculture regrette l'incapacité des acteurs français de cette filière, l'élevage, à dialoguer. Optimiste malgré tout, il ne croit pas à un effondrement généralisé de l'élevage. Diagnostic beaucoup plus sceptique pour l'humanité qui estime que le système craque de partout et qui titre « La juste colère des agriculteurs ». Les Échos, eux, restent optimistes. Agriculture, la France reste une superpuissance malgré la crise. Le Figaro nous apprend que le ministère de l'Intérieur muscle le dispositif antiterroriste en province. Les brigades anticriminalité, les BAC et les pelotons de gendarmerie vont désormais patrouiller avec des fusils d'assaut. Si Daesh a placardé la Tour Eiffel sous un ciel sépulcral en couverture d'un magazine de propagande, sous le titre de « Allah maudisse la France », rien n'indique que l'État islamique ne polarise ses futures actions et ses futures menées sanglantes sur la capitale et ses symboles. Il existe, écrit le Figaro, d'autres cibles stratégiques potentielles en province. Aujourd'hui en France, au chevet de la gauche, cette fois, elle peut vraiment mourir. Une fois encore, c'est un dessin, celui de Rançon, qui résume le mieux la situation. François Hollande dit « La gauche est en train d'exploser ». Emmanuel Macron s'interroge alors, en quoi ça nous concerne ? Macron, tais-toi, le reprend sèchement Manuel Valls. Emmanuel Macron, le vrai, qui reste fort silencieux, constate le journal, qui précise que plusieurs proches du président le pressent de nommer le ministre de l'économie à Matignon pour créer un électrochoc avant 2017. Et bien du coup, la une de l'opinion, qui veut la tête de Valls, prend une résonance particulière. Affaire à suivre. Marion Calais, 3-1 régionales qui vous ont marqué ce matin. Amende record en vue pour Auchan à Avignon. Selon Vaucluse Matin, le groupe risque de devoir payer plus de 2 milliards d'euros d'amende pour de nombreuses entorses aux règles du travail de nuit. 2 milliards 2 milliards, c'est énorme. Au total, ce serait énorme. Ah, oui, puis... avec des astreintes de 100 000 euros par amende et par infraction commise. Dans Nord Littoral, une enquête ouverte à Marques dans une école. Claque entre élèves sur l'ordre de l'institutrice. Adhésif sur la bouche pour avoir le silence. Des parents dénoncent les méthodes d'une enseignante de CP. La nouvelle voie des migrants dans le courrier Picard. Chassés de Calais, ils tentent désormais Dieppe pour la traversée vers l'Angleterre. L'histoire du jour, c'est pas du tout un beau roman, c'est pas du tout une belle histoire. Non, c'est l'histoire d'un coup de cœur pas vraiment partagé. Celui d'une étudiante de 29 ans qui, par le biais de très nombreux mails, de photos, dans le détail desquels nous ne rentrerons pas, comme le disent poliment les enquêteurs dans Midi Libre, n'a cessé de déclarer sa flamme à l'élu de son cœur. Le problème, c'est que l'heureux élu n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, encore lui. Datant de septembre, les premiers mails n'ont pas beaucoup attiré l'attention du locataire de Bercy. Le problème, ça a été leur répétition et leur nombre. Le ministre a fini par porter plainte. L'amoureuse a été rapidement identifiée. C'est une habitante de Juvignac, près de Montpellier. Son domicile a été perquisitionné. Elle a été placée en garde à vue quand même, même si les enquêteurs assurent qu'elle ne présente aucune dangerosité particulière. Elle devrait maintenant être examinée par un psychiatre. Tout ça s'est passé hier. Elle a été arrêtée hier. La jeune femme risque 1 an de prison et 15 000 euros d'amende pour harcèlement par voie électronique. Eh ben dis donc. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, Israël et l'histoire d'une sorte d'Indiana Jones en culotte courte. Ouais, lu dans le Jérusalem Post, le genre d'aventure qu'on rêve tous de vivre quand on est gamin. Il s'appelle Yuri Greenhot, il a 7 ans. Et il y a quelques jours, il fait une randonnée en famille dans un parc naturel au nord du pays. Et comme le garçon est manifestement observateur, il remarque une petite forme étrange à ses pieds. Il ramasse, il enlève le sable, frotte la poussière. Apparaît alors une statuette, c'est le corps d'une femme sculptée dans l'argile. Yuri se précipite vers ses parents, il brandit le trésor, sa mère l'inspecte et décide de montrer cette découverte à des spécialistes. L'autorité des antiquités d'Israël qui ne va pas tarder à livrer son verdict, les amis. Cette statuette est vieille de 3400 ans, typique de la culture cananéenne, c'est ce que dit le directeur des fouilles archéologiques. Alors que représente ce personnage ? On n'est pas sûr, certains pensent qu'il s'agit d'une divinité, la déesse de la fécondité. Alors le petit Yuri a eu droit aux félicitations des chercheurs avec un diplôme pour récompenser son civisme, parce que oui, il n'a pas gardé la statuette pour lui, il l'a donnée. Des archéologues qui sont même venus dans son école pour expliquer aux élèves l'importance de cette découverte.
de quoi devenir un peu la star de la récré. Ouais, sacrée aventure à lire dans le Jérusalem Post. Axel de Tarlé m'a corrigé dans mes titres, je me suis trompé, j'ai dit prévision de croissance d'1,6, c'est 1,5%. Sachant qu'un point de PIB fait 20 milliards, combien fait 0,1% de croissance? 2 milliards. Ah non, 0,1%, ça fait 200 millions, si c'est 20 milliards. 20 milliards, 1 point. Ouais. Donc 0,1, 2 milliards. Ah bon? Eh oui, c'est 0,01, C'est vous les chiffres, hein, c'est vous 200 les- millions. Je vais chercher un café, je reviens. Bref, Axel de Tarlé, c'est 1,5% de croissance maintenue pour 2016, les prévisions de croissance. Et c'est pas notre sujet ce matin avec vous, Non. puisqu'on va parler de la lutte des classes qui fait rage chez les pilotes d'Air France et dans Aujourd'hui en France. Exactement, chez Air France, vous avez 2 classes de pilotes. Vous avez les seigneurs d'un côté, les as du ciel, ce sont les pilotes Air France. Et vous avez de l'autre côté les ploucs. Ce sont ceux qui pilotent des avions Hop, la compagnie régionale, provinciale, va-t-on dire. Et ceux qui pilotent les avions à bas coût, Transavia. Les ploucs se rebellent. Ils disent, il y en a marre. Et il y a même un tract qui le dit, la guerre des pilotes aura bien lieu. Alors en fait, c'est au niveau des syndicats qu'il y a la guerre. En gros, les syndicats, je vais continuer mon image. Les syndicats ploucs, donc Transavia et Hop, reprochent au syndicat Air France d'entraver le développement de Transavia et Hop. Ils disent que chez Air France, ils sont davantage intéressés pour négocier un nouvel hôtel à Rio ou un nouvel iPad que pour développer Hop et Transavia. Exemple, les syndicats de Air France ont obtenu l'interdiction pour les pilotes Hop de piloter des avions de plus de 110 places. En fait, chez Air France, on n'a qu'une peur, c'est que le développement de Hop et Transavia se fasse au détriment d'Air France. Donc on veut absolument empêcher ces deux petits de progresser. Du coup, chez Transavia, ils sont quand même furieux de dire c'est dingue, chez Air France, on nous bride. Et pourquoi ils sont encouragés chez Transavia? Parce que chapeau, ils viennent d'être élus meilleure compagnie low cost d'Europe, loin devant EasyJet et Ryanair. C'est un sondage donc, qui plébiscite le confort, l'équipage, qui est jeune et motivé, dit ce sondage, et la qualité des plateaux repas qui sont payants. On est à bord de Transavia, voilà. Alors c'est vrai que quand vous avez de tels compliments et que vous êtes une compagnie aérienne, je vais me lancer dans un jeu de mots minable, ça vous donne des ailes. Waf, waf, waf. Il est temps que j'arrête. Vous sortez, Axel de Tarlé. On va finir sans lui. Enquête exclusive dimanche à 23h sur M6 et Baroque. C'est ce que vous nous recommandez à la télé ce week-end. Oui, l'équipe de Bernard de la Villardière a décidé de faire un portrait de Donald Trump en intitulant le portrait le milliardaire qui voulait être président. Ils ont passé 200 jours aux États-Unis sur les traces de Trump pendant la campagne. Alors où qu'il soit, il y a une caméra et évidemment il lui suffit de se tourner vers l'objectif. Et paradoxalement, on va s'en apercevoir tout au long du documentaire, il déteste les journalistes. Écoutez-le lors d'un meeting en Caroline du Sud. Vous avez vu leurs caméras? Elles sont vissées sur moi. Ils ne parlent pas de ce qui se passe dans cette campagne. Ils préfèrent prendre des losers et en faire des héros. C'est incroyable, incroyable. Il dit quand même les caméras sont vissées sur moi, puis ils préfèrent filmer des losers en faire des héros. Exactement. Et les journalistes sont parqués d'ailleurs pendant le meeting. Alors la campagne qui se joue dans les meetings, mais aussi dans les salons feutrés à New York auprès de personnes influentes. Et dans ces réunions très discrètes et pour justifier les propos anti-musulmans de Trump, on diffuse parfois un film sur le combat de l'Europe contre l'islam, dans lequel, attention, on peut entendre ça. Donc la police en France ne va plus dans ces ghettos musulmans. Dans ces endroits, ils appliquent déjà la charia, la loi islamique. Ils règnent en maître dans ces quartiers. Et évidemment, les invités du soir y croient. Alors des projections qui sont organisées notamment par un homme dont on avait déjà entendu parler, Guido Lombardi. C'est un Italien ancien représentant de la Ligue du Nord à New York, très content de raconter la petite histoire qui suit. Tendez l'oreille, le son n'est pas très bon. Je lui dis, écoute, Marine Le Pen, vous êtes contre. Il m'a répondu, non. Combien de votes elle va me porter? Rien. Plus tard. Voilà, vous savez, quand on avait évoqué l'idée que Marine Le Pen rencontre Trump, c'était lui qui avait organisé tout ça. Alors le portrait du milliardaire, évidemment, n'est pas très flatteur, ni politiquement, ni économiquement, parce qu'on va découvrir toutes les failles de Trump, notamment à Atlantic City, je parle sous votre contrôle, Axel, avec des casinos et des hôtels qui sont à l'abandon. Et pourtant, les électeurs continuent de voir en lui le fameux rêve américain totalement réalisé. Alors le documentaire est assez complet, avec des témoignages révélateurs du système Trump. On peut regretter l'absence d'interview du principal intéressé qui a refusé toutes les demandes, ou pas d'ailleurs, je me suis demandé à la fin si c'était mieux comme ça. De la Villardière, rassurez-nous. Oui, c'est lui qui présente, exactement. Essentiel. Enquête exclusive sur M6 dimanche à 23h, présentée donc par Bernard de la Villardière et avec du Donald Trump dedans, rideau sur le kiosque.